Bonjour à tous. Je continue à donner les solutions des exercices de la série de travaux dirigés numéro 1 et aujourd'hui on a rendez-vous avec les exercices 5 et 6. Espace C00, des suites complexes ayant un nombre fini de termes non nuls. Alors on connaît déjà cet espace C00 puisqu'on l'a déjà utilisé, qui est un sous-espace vectoriel de tous les espaces de suite, les espaces LP. Et donc, il peut hériter des topologies de ces espaces. Aujourd'hui, nous allons considérer donc cet exercice où nous allons utiliser l'espace L2 qui contient évidemment cet espace C00. Et on considère sur cet espace le produit scalaire qu'il hérite de l'espace L2 des suites, et on définit donc une application grand phi de ce C00 vers grand C défini par cette relation. Alors on nous demande de montrer que c'est une forme linéaire continue. Alors il y a deux façons d'agir, soit de faire la première question directement, sans relation avec l'espace L2, ou bien, ce qui est plus simple, c'est d'utiliser les propriétés de l'espace L2 des suites de carrés sommables. Vous avez C00 est inclus dans L2, donc nous allons donner la solution de cette première question. Alors, on sait que C00 est un sous-espace vectoriel de L2, et L2 est un espace Hilbert pour le produit scalaire. Ce produit scalaire, le même, le produit scalaire. Alors, nous allons considérer l'élément alpha, qui est la suite 1 sur n. Cet élément est un élément de L2, puisque sigma de 1 sur n au carré converge. Et d'après le cours, toutes les applications de ce type L, que nous avons nommé L, grand L, alpha défini, ainsi L, alpha de x égale produit scalaire de x avec alpha, donc est égal sigma de x n sur L. Ces applications alpha sont des formes linéaires continues de norme, la norme de alpha. Donc ça, c'est déjà fait dans le cours, nous n'allons pas le redémontrer. Et on remarque que phi n'est autre que la restriction de ce grand L alpha à l'espace C00. Il y a juste un point, quand on donne la définition, on aurait pu vous demander, justifier que cette série converge. Alors pour le justifier, eh bien c'est ça, parce que c'est le produit scalaire d'un élément de L2. Les éléments de C00 sont des éléments de L2 et de la suite que j'ai nommée alpha. Donc c'est bien défini. Ou bien dire que d'après la relation de Cauchy-Schwarz. Donc la réponse à la question, c'est que phi n'est autre que la restriction de cette application à C00. Et par conséquent, phi est une forme linéaire continue. Elle hérite, elle est linéaire sur L2, donc elle est linéaire sur tout sous-espace de L2, et continue donc la restriction d'une application continue. Et donc, c'est bien un élément du dual de C00, c'est-à-dire une forme linéaire continue. Bien. La deuxième question, existe-t-il un élément A de C00 qui vérifie cette relation? Alors, on a vu que phi est de cette forme, mais avec un alpha dans L2. Est-ce qu'on peut trouver un A dans C00 qui vérifie cette relation?
la réponse. Alors, on va raisonner par l'absurde. Supposons qu'un tel A existe, élément de C00. Je vous rappelle que dire que A appartient à C00, ça veut dire que les AN sont nuls à partir d'un certain rang. Il n'y a qu'un nombre fini de AN qui sont non nuls. Donc, si on suppose que phi de U est de cette forme, pour tout U appartenant à C00, appliquons cette relation pour l'élément particulier, les éléments EN. On a parlé dans le cours de cette famille de EN, qui est la famille les suites qui sont formées de termes tous nuls, sauf à la position M où on a 1. On peut dire que c'est défini grâce au symbole de Kronecker que vous connaissez, donc delta M, K égale 0 si M est différent de K, delta MM égale 1. Plus précisément, vous pouvez voir, voilà le EM. C'est cette suite qui est, tout le monde est nul ici, sauf dans la position 1 où nous avons, dans la position petit m où nous avons 1. Voilà les suites. Et nous avons dit dans le cours que cette famille forme une base hilbertienne de L2. Voilà, on applique, et cet élément est bien dans C00, puisque comme vous voyez, tous les termes sont nuls à partir du rang M. Alors si on applique à ce EM maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Alors quand vous calculez EM, vous aurez ici tous les N sont nuls, sauf pour N égale M. Donc phi de EM est égal à 1 sur M. Et le produit scalaire U avec A, EM avec A, donc si cette relation est vraie pour tout U, elle est vraie pour EM. EM avec A, ça veut dire la somme des composantes de EM fois composante avec la barre, c'est-à-dire le conjugué de A. Mais ici, tous les composantes de U sont nulles. Donc, il va y avoir simplement la multiplication de AM bar avec l'élément qui lui correspond dans la position M, c'est-à-dire 1. Donc, on a ici AM bar. Alors, ceci, grâce à cette relation, on a ça. Et ceci, grâce à la définition, on a ceci. Donc, AM, le conjugué de AM est égal à 1 sur M. Si vous appliquez le conjugué une autre fois, vous aurez AM égale 1 sur M. Il est réel, AM. AM égale 1 sur M, quel que soit M, pour une étoile. Ça veut dire que la suite AN n'est pas un élément de C00 puisque tous ces termes sont non nuls. Ainsi, donc, on a une contradiction et donc il n'existe aucun point A qui réalise phi de U égale UA, quel que soit U appartenant à C00. Quelle est la dernière question? Que peut-on conclure de cet exercice? Que peut-on conclure? Troisième relation. Le théorème de Riesz ne s'applique pas pour cette forme linéaire continue sur l'espace pré-hilbertien C00. Le théorème de Riesz, je vous rappelle qu'il affirme que si un espace est de Hilbert, alors toute forme linéaire s'écrit sous cette forme-là. U composante d'un élément A, de l'espace de Hilbert. Or, ici, nous avons vu que ça ne marche pas pour cette application. Ça veut dire que C00 n'est pas un Hilbert, parce que le théorème de Riesz s'applique pour les espaces de Hilbert. Puisque ceci n'est pas applicable pour une forme linéaire, alors Hilbert ne marche pas, le théorème de Riesz ne marche pas dans cet espace C00, donc il n'est pas un espace de Hilbert. Et ça, on le sait déjà, mais c'est une façon de le revoir, de le redémontrer. Une autre façon de revoir que C00 n'est pas un espace de Hilbert. Donc, alors maintenant, nous allons donner la solution de l'exercice 6 que vous voyez. Nous avons un produit scalaire, ou plutôt nous définissons une relation et on vous demande de montrer que c'est un produit scalaire dans la question numéro 1. Alors ça, c'est l'exercice 6. Montrer que cette relation définit un produit scalaire sur l'espace des fonctions de classe C1 d'un intervalle AB vers C. Regardons la solution.
Alors, cette relation définit un produit scalaire. Ceci est bien connu sur l'espace des fonctions continues. Qu'est-ce qu'il faut voir pour un produit scalaire? La linéarité. Donc, en F, si vous mettez F1 plus F2, vous aurez donc le produit scalaire de F1G plus F2G. Si vous mettez un lambda, également, le produit scalaire lambda FG, c'est le lambda fera le produit scalaire de F avec G. Avec cette notation, donc ce produit scalaire est bien connu, facile à vérifier que c'est un produit scalaire sur cet ensemble. Alors, la relation que nous avons ici n'est autre que ceci. Ce FG qui est défini dans la question numéro 1, que vous voyez ici, est en fait le produit scalaire que j'ai noté indice 0 de F avec G plus le produit scalaire de F', G', indice 0 également. Et F', G', F et G sont toutes des fonctions dans cet espace C de AP, où ceci est un produit scalaire. Donc ici, grâce à cette relation, il est clair que nous avons la linéarité par rapport à la première position. Et si vous mettez FG avec bar, c'est-à-dire le conjugué, vous trouvez GF, produit scalaire GF, et puis c'est défini positif puisque FF ce sera donc l'intégrale de module de F au carré plus l'intégrale de F' module au carré, c'est positif. Et si c'est nul, ça ne peut être que F égale 0 et F' égale 0, mais déjà F égale 0, ça veut dire que c'est l'élément nul. Donc nous avons bien un produit scalaire sur l'intervalle, sur l'espace des fonctions de classe C1 sur l'intervalle AP à valeur dans C, grâce à cette relation produit scalaire connue. Hein. Bon. Deuxième question, montrer que quel que soit F, nous avons cette relation. Bon. On voit bien clairement que ceci, c'est le produit scalaire, ce produit scalaire de F avec la fonction cosinus majorée. Donc on pense, comme l'énoncé l'indique, à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Effectivement, donc cette relation, c'est le module du produit scalaire de F avec cosinus. Donc cosinus est lui-même un élément de cet espace-là. Donc c'est inférieur au produit à la norme de F. La norme de F, je rappelle, c'est produit scalaire de F avec F. Hein, et la norme de cosinus. Ah, donc, produit scalaire, norme de cosinus. Alors, si on voit qu'est-ce que c'est que la norme de cosinus, ben, ça c'est quoi? Ça c'est produit scalaire de F avec F lui-même. Alors, si vous mettez cosinus à la place de F, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous trouvez cosinus carré plus sinus au carré. Donc, l'intervalle de moins pi à pi, c'est 2pi. Et la racine va nous donner racine de 2pi. Et pour le produit scalaire de F, c'est ça. Je viens de le dire que c'est ça. Donc, nous avons bien cette relation, hein, qui n'est autre que le module de F, produit scalaire de F avec cosinus, est inférieur à ça grâce au produit, à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Une troisième question, petit a ici, calculer cette intégrale pour m et n quelconque dans Z. Voici cette intégrale, nous calculons. Évidemment, nous allons distinguer deux cas. Si m égale n, donc ceci c'est 1, exponentielle de 0 c'est 1, et l'intégrale de 1 entre moins pi et pi, ça nous donne 2pi. Voilà. Si m est différent de n, cette intégrale de cette fonction complexe, on peut la chercher sa primitive, la voici, et remplacer entre moins pi et pi. Bon, alors sachant que exponentielle i k pi, c'est moins a à la puissance k, hein, ici, k c'est n-m, c'est sinus de kpi qui est 0, plus, pardon, c'est cosinus de kpi qui est moins a à la puissance k, plus i sinus de kpi. Sinus de kpi est toujours nul si k appartient à z. Donc, ceci est moins a à la puissance k. Si bien que ici, quand vous remplacez, vous allez avoir moins a à la puissance n-m, moins lui-même. Parce que exponentielle d'i et n moins m et exponentielle de i n moins n pi
et l'exponentielle de i, n moins 1 moins pi, ça donne la même chose, ça donne moins 1 à la puissance n moins 1. Et donc, nous aurons 0. Je répète, pour k égale n moins 1, que vous mettiez pi ou moins pi, vous trouvez la même chose. Moins 1 à la puissance k. Bien. Donc, ceci est nul. Alors, ça, c'est la question 3a. Montrez. Alors, maintenant, on définit cette famille. Gn défini par ça. Alors, ce facteur est ajouté pour normaliser cette famille. Nous allons montrer qu'elle est orthonormale en utilisant l'inégalité précédente. Orthonormal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que orthogonal, c'est-à-dire le produit scalaire de Gn avec Gm, si n est différent de n, ce sera 0. Et si n est la norme de Gn, c'est-à-dire produit scalaire de Gn avec lui-même, on va trouver que c'est 1. Effectivement, regardons la solution. Je calcule Gn avec Gm, et donc je vais voir que c'est nul si n est différent de m, et 1 si n égale m. Alors voilà la définition du produit scalaire comme c'est donné dans l'énoncé. Maintenant, quand vous remplacez Gn par sa valeur ici, il y a ce facteur qui va sortir. Ici, il y aura ça multiplié par ça qui sort. Et de la même manière ici, ce facteur reste toujours. Donc, si bien que je ne garde ici que les numérateurs. Et le numérateur, c'est quoi? C'est exponentielle inx. Et bien, avec le conjugué, ça devient ici exponentielle moins imx. Et quand je dérive exponentielle in, il va sortir un in. Donc, la dérivée de ça, c'est in, inx. Mais là, c'est la dérivée, la même dérivée pour m et la conjugaison. Donc, quand vous faites la conjugaison, im devient moins im, et ici, exponentielle im devient moins exponentielle moins im. Donc, voilà ce qu'on a pour ça donne ceci. Et ça donne ça. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a ce facteur exponentiel in moins m que l'on peut mettre en facteur. Et qu'est-ce qui nous reste? 1 i par moins i, c'est 1. Il nous reste 1 plus nm, qui est une constante que je vais sortir de l'autre côté. Et donc, j'obtiens l'intégrale que j'ai calculée précédemment. Et par conséquent, ce produit scalaire égale 1 si n égale 1. Alors, pourquoi égale 1? Parce que si vous mettez n égale m, ici, qu'est-ce que vous obtenez? On m'a dit qu'on obtient. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On a obtenu 2pi. 2pi, d'accord. Donc 2pi qui va s'annuler avec 2pi. Et ici, vous aurez 1 plus n2. Pourquoi? Parce que m égale n, n2. Sur m racine de 1 plus n2, 1 plus n2. Donc ici, on obtient 1 plus n2 sur 1 plus n2. Donc ça fait 1. Le tout, c'est 1. 1. Voilà. Et par contre, si n est différent de 1, alors là, c'est plus facile. Ceci égale 0, d'après la question précédente. Donc, le produit scalaire est nul, sans s'intéresser de cette constante. Constante fois 0. Voilà, donc cette famille est bien orthonormale, puisque chaque élément est orthogonal avec un autre s'il est différent, donc s'ils n'ont pas le même indice. Et norme de Gn, qui est Gn produit scalaire avec la racine, ça donne 1. La famille est orthonormale. Alors, tout ça, c'est des petits calculs. La question la plus intéressante ici, c'est ça, une famille que nous allons, cette famille que j'ai notée S, la famille des Gn, on va montrer, donc, quelle est la question? Alors, montrer que cette famille, donc, que j'ai notée grand S, n'est pas une base orthonormale. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une base orthonormale? Ou ce que l'on appelle aussi une base hilbertienne. C'est une famille. Alors, on dira que W est une base orthonormale,
pardon, on dira que grand B est une base orthonormale dans un espace de Hilbert si c'est une famille orthogonale, orthonormale et totale. Alors, totale, ça veut dire que la famille engendrée, ça veut dire que l'espace vectoriel engendré par cette famille est dense dans l'espace pré-hilbertien en question. Alors, ce que nous allons montrer, nous avons évidemment étudié les familles orthonormales, défini une base hilbertienne, et nous avons un résultat que nous avons vu dans le cours. Si E est un espace hilbertien, si une famille est inclue dans E, alors X est total implique l'orthogonale de X est nul. Et si l'espace est de Hilbert, alors ici on a une équivalence. Si E est un Hilbert, ce qui veut dire il est un pré-hilbertien complet, alors X est total si et seulement si X orthogonal égale 0. Ici, on a besoin simplement de l'implication pour arriver au résultat. Je répète, dans un espace pré-hilbertien, si une famille est totale, alors forcément, son orthogonal est réduit à l'élément neutre de cet espace. Alors, nous allons donc montrer que cette famille W. Alors, la première question, la question numéro 4, bon, d'abord, il y a peut-être deux questions là-dedans. Hein. Prouver que la fonction GCSH est orthogonale à W. Ça, c'est la première question. Ensuite, montrer que cette famille G, famille que j'ai notée grand N, n'est pas une base orthonormale. D'abord, SH est orthogonale à W. Il suffit de calculer le produit scalaire SH avec un élément de cet ensemble. Alors, cet sous-ensemble, c'est quoi? C'est les éléments de classe C1 qui ont la même valeur sur les extrémités de l'intervalle. Très simple à définir. Évidemment, c'est un sous-ensemble de C1 de moins pi à pi. Calculons donc le produit scalaire de f avec g, cet élément SH. Alors voilà la définition. Ici vous avez SH avec le conjugué, mais SH est un réel. Hein? Comme c'est un réel, donc le conjugué n'apparaît pas parce que c'est égal à lui-même. Et sa dérivée, c'est CH, également avec le conjugué, mais comme c'est un réel, on ne va pas de conjuguer, c'est L égal à lui-même. Bon, alors dans cette intégrale, il y a deux intégrales. La première, je la fais écrire ici, telle quelle, mais celle-là, j'utilise une intégration par partie, qui donne ceci. Et donc, cet élément va éliminer celui-ci. Et il reste simplement ça, qui veut dire la valeur de FCH en pi, moins la valeur de FCH en moins pi. Mais comme F est dans W, sa valeur en pi et de moins pi, c'est la même, et puisque CH est pair, et c'est un élément aussi de W. Alors, CH de moins pi est égal à CH de pi, si bien que cette relation-là donne 0. Ainsi, le produit scalaire de SH avec tout élément F de W est nul. Et donc, F appartient à W orthogonal. La deuxième partie de la question numéro 4, c'est montrer que la famille des Gn, c'est-à-dire ce que j'ai noté S, cette famille de ces Gn, je rappelle la définition des Gn, voici les Gn, et cet ensemble des Gn, la famille des Gn, lorsque n décrit Z, je montre maintenant que ce n'est pas une base orthonormale, n'est pas une base hilbertienne, grâce à ce résultat. Bon, alors, on a montré que G appartient à W orthogonal. D'autre part, on a S est inclus dans W. Qu'est-ce que ça veut dire S est inclus dans W? Ça veut dire que pour ce Gn, la valeur en pi et au moins pi, c'est la même. En effet, exponentielle INP, c'est moins à la puissance n, et exponentielle moins INP, c'est moins à la puissance n. Donc, cette fonction prend
la même valeur en pi et moins pi. Et donc, c'est un élément de W. Et par conséquent, S est inclus dans W. Bien. S est inclus dans W. Car ceci. Très bien. Alors, quand j'applique l'orthogonale, l'inclusion s'inverse. Donc, c'est W orthogonal qui est inclus dans S orthogonal. Et quand W orthogonal, quand il y a au moins un élément non nul, donc S orthogonal n'est pas réduit à 0. Et comme il n'est pas réduit à 0, par la contraposée de cette implication, S n'est pas totale. Et comme elle n'est pas totale, ce n'est pas une base hilbertienne. Ce n'est pas une base orthonormale. Car une base orthonormale, qu'on appelle aussi base hilbertienne, est une famille qui est orthonormale totale. Total, ça veut dire que l'espace engendré par ce S, l'espace engendré par S, est dense dans l'espace en question. Donc ici, S n'est pas une famille hilbertienne. Qu'est-ce qui lui manque? Elle n'est pas totale. S n'est pas totale dans l'espace C1 de l'intervalle moins pi, pi vers C. On sait qu'elle est orthonormale, mais ce n'est pas une base parce qu'elle n'est pas totale, car si elle était totale, son orthogonale serait réduit à 0, ce qui n'est pas le cas ici. Merci de votre attention pour voir la solution et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance, Inch'Allah.